je n'avais pas vu mon père depuis presque 5 ans, et la première chose qu'il a faite en entrant dans la pièce a été de me fusiller du regard, comme si j'étais l'inspecteur antitermite mandaté par le tribunal. La salle de conférence de Grieve et Alfort sentait le cirage au citron et l'électricité. Ma sœur était déjà assise, jambes croisées, arborant son air suffisant habituel comme si elle venait de porter plainte et de gagner les yeux bandés. Léonard Grieve, mon père, était assis au bout de la table, tel un PDG qui n'aurait pas compris qu'il s'agissait d'une lecture de testament, et non d'une assemblée générale. Mademoiselle Alfort, l'avocate, m'a fait un signe de tête. Elle était dans la famille depuis des décennies, à l'époque où les gens me prenaient encore pour l'un d'eux. Personne ne m'a salué. Pas de câlin. Personne ne m'a posé de questions sur mon dernier déploiement, ni même si j'y avais survécu sans perdre un membre. De toute façon, je n'étais pas là pour eux. J'avais promis à grand-père Marshall que je serais là, c'était la seule raison. Mademoiselle Alfort s'éclaircit la gorge, ouvrit le dossier et commença à lire le testament, sa voix calme et professionnelle, comme quelqu'un lisant les instructions pour assembler une étagère qui pourrait ruiner un mariage. À Allard Grieve, dit-elle, la propriété familiale d'Evergreen léquait le piano Steinway antique. Allard cligna des yeux. Elle s'attendait probablement à de la compagnie. À Léonard Grieve, poursuivit-elle, un recueil de romans d'Hemingway en première édition et un don de $10 000 au Conseil d'éthique américain, fait en son nom. Mon père ricana. C'est une blague, non? Mademoiselle Alfort ne broncha pas. Elle tourna la page. Et à Rowan Grieve, ma petite fille, ma seule confidente, je lègue le reste de ma succession. Cela comprend tous les avoirs financiers, les biens immobiliers et le contrôle des votes sur Bradantech System, avec effet immédiat. Silence. La bouche de mon père se crispa. Le sourire d'Ahara se fendit légèrement. Puis mademoiselle Alfort m'a glissé un chèque sur la table, 38 246 000 $ propres, signé et daté. Je n'y avais même pas touché que Léonard s'est jeté sur moi. Il a arraché le chèque de la table comme s'il l'avait personnellement insulté. « Tu crois que ça te ramène à la vie ?» dit-il. Et là, devant l'avocat, devant Ahara, il sortit un briquet et mit le feu à ce satané truc. Le chèque se tordit dans sa main, la flamme dansant sur la signature de grand-père Marshall comme si de rien n'était. Ma sœur en eut le souffle coupé. Mademoiselle Alfort se renversa en arrière sur sa chaise comme si ce n'était pas la première fois qu'elle voyait un homme brûler une fortune par dépit. Puis mon père m'a regardé et m'a dit, « Voilà ce que tu mérites en partant. » Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri au pas de ce sourire joyeux, mais de ce sourire qu'on a quand on a déjà vu la fin et qu'on regarde les autres rattraper leur retard. Parce que ce qu'il a brûlé n'était pas ce qu'il pensait. Il n'avait pas vu la deuxième enveloppe, toujours glissée dans la poche de mon manteau, celle que grand-père m'avait donnée un mois avant sa mort, enveloppée dans une serviette comme s'il s'agissait d'un texte sacré. « N'ouvre pas ça, sauf s'ils essaient de la brûler », m'avait-il dit. Ils l'ont fait. Alors je l'ai fait, mais pas tout de suite, car j'ai d'abord dû rester assis dans cette pièce impeccable, avec un chagrin fin et une rage folle, pendant qu'il commençait à parler de ce qui n'allait manifestement pas. Mon père a accusé mademoiselle Alfort d'avoir inventé ce satané truc, comme si elle était un génie du crime avec un faible pour les petites filles de militaires. Ils ont continué. Tous ont exigé une contre-lecture. Léonard voulait un audit. Je me suis contenté d'écouter, les mains sur les genoux, sentant la chaleur du feu s'estomper tandis qu'il se défaisait. Si vous regardez toujours à ce stade, laissez un commentaire et abonnez-vous, surtout si votre famille a déjà essayé de vous faire voler votre nom. Le problème avec les gens comme eux, c'est qu'ils ne comprennent le pouvoir que lorsqu'il est visible. Ils pensent que brûler les papiers, c'est brûler les preuves. S'ils élèvent la voix, ils gagnent. S'ils vous effacent du papier, vous cessez d'exister. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas ce que j'ai appris à Kandahar, ni combien de nuits je suis resté invisible pour survivre. Ils ne savent pas ce que grand-père m'a dit le jour de mon départ, « Tu es le seul en qui j'ai confiance pour terminer ce que j'ai commencé. » Alors, quand mon père a jeté les cendres de ce chèque sur la table et m'a dit que j'étais éliminé, j'ai juste souri, car je savais déjà que j'étais le seul à être encore là. Sous la table, mes doigts effleurèrent le bord de l'enveloppe encore glissée dans mon manteau, et je décidai que je ne partirais pas les mains vides. Ils pouvaient se disputer, proférer des menaces et mettre le feu à la pièce, peu m'importe. Mon travail fut accompli dès que je vis l'expression d'Ahara lorsqu'elle réalisa que l'empire dont elle pensait avoir hérité lui avait filé entre les doigts à la French manucure. Je suis sorti sans un mot. Pas de claquement de porte,
pas de sortie théâtrale, juste le bruit régulier de mes bottes sur le bois ciré. Le parking du palais de justice était à moitié vide, comme dans mes souvenirs. Même asphalte craquelé, même chaîne penchée près du portail. Je grimpais à cet arbre quand j'avais 8 ans, avant que Léonard ne me dise que les filles n'avaient pas leur place dans les arbres. C'était la première fois que je me disais que je n'avais peut-être ma place nulle part. Le trajet du retour vers mon appartement fut silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. J'étais simplement assis, écoutant le bourdonnement sourd de la route et le battement de mon cœur, essayant de chasser mes pensées. L'enveloppe brûlait le siège passager. Je ne l'ai pas ouverte, pas encore. Au lieu de cela, je me suis servi un verre d'eau et suis resté dans la cuisine, regardant par la fenêtre une rue que je n'aimais pas mais que je n'ai jamais quittée. Le poids de tout cela pesait encore lourd, l'héritage, l'incendie, le silence. C'était trop familier, comme ce silence d'il y a des années, à mon retour de mon premier déploiement. C'était Thanksgiving. J'étais parti depuis près de 18 mois, Syrie, surveillance des frontières, défense des convois, tout y passe. J'avais vu des amis se vider de leur sang dans le sable et enfouir un journal sous les décombres lorsqu'une bombe artisanale avait explosé à 60 cm de ma tente. J'avais encore des bourdonnements dans l'oreille droite. Mais à mon retour, Léonard m'a dit, « Tu n'as rien écrit. » Et c'était tout. Pas de « Bienvenue à la maison ». Pas de « Je suis content que tu sois rentré ». Juste un jugement discret qui emplissait la pièce comme de la fumée secondaire. La maison non plus n'avait plus la même apparence. Ma chambre avait disparu ou comme physiquement disparu. Le bureau avait disparu. Le lit avait été remplacé. La bibliothèque avait été vidée. Toutes mes lettres, mes photos et mon drapeau de remise de diplôme avaient disparu comme si je n'y avais jamais vécu. À leur place, 2 fauteuils beiges, une fausse orchidée en pot et une citation encadrée sur les eaux calmes et les esprits sereins. Je me souviens avoir pensé que cela ressemblait à la salle d'attente d'un dentiste, sauf que celle-ci avait une porte sur laquelle il était écrit « Rowan, et maintenant, invité ». Tout le monde me croisait dans le couloir avec une tasse fumante de thé à l'amande poivrée. Elle a levé les yeux, a souri et m'a dit « Ne dramatise pas. Tu es parti pendant 1 an et demi. » J'avais envie de rire. Au lieu de ça, je suis parti. J'ai emménagé dans un appartement bon marché près de l'autoroute et j'ai travaillé à temps partiel comme agent de sécurité dans une zone logistique en attendant que les anciens combattants traitent mes papiers. Toutes les 2 ou 3 semaines, un virement bancaire arrivait d'un certain monsieur Grive juste assez pour payer le chauffage et l'essence. Pas de notes, pas de contact. Mais je savais. J'ai toujours su que c'était lui. Il ne parlait jamais beaucoup, mais grand-père Marshall me voyait comme personne d'autre. Quand j'avais 12 ans et que je voulais m'engager dans le Junior Rock, il est arrivé avec des bottes à ma taille et un sourire comme si je venais de réussir un examen secret. Quand Léonard a dit que l'armée était une impasse pour ceux qui n'étaient pas à la hauteur en affaires, grand-père a dit, « C'est peut-être pour ça que vos réunions de conseil d'administration ressemblent à des champs de bataille. » Il n'a pas choisi son camp, il m'a choisi. Et c'est peut-être pour ça que, lorsqu'il est tombé malade et que les appels ont cessé, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je lui ai rendu visite une seule fois, vers la fin. Il était plus mince, plus calme, mais son esprit était toujours vif. Il m'a tendu l'enveloppe au Hillcross dîner, devant un café tiède et une part de tarte au citron partagée. « N'ouvre pas ça, sauf s'il la brûle », a-t-il dit. Je me souviens avoir pensé qu'il dramatisait. J'ai dit quelque chose de sarcastique, « Quoi ? Tu crois qu'ils vont mettre le feu à un chèque d'1 million de dollars ? » Il n'a pas souri. Je pense qu'ils vont essayer de t'effacer. Et d'un coup, nous avons tous les deux compris ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas encore ouvert l'enveloppe, mais je m'en approchais. Son poids sur le plan de travail devenait de plus en plus lourd, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Je l'ai longuement contemplée, espérant presque qu'elle s'ouvre d'elle-même et résolve tout. Mais non. Je l'ai ramassée à 2 mains, comme si elle risquait de mordre si j'allais trop vite. L'enveloppe était épaisse, scellée à la cire rouge ou le genre que grand-père utilisait toujours pour les cartes d'anniversaire, comme si cela les rendait plus officielles. Je l'ai ouverte avec l'ongle du pouce et j'en ai sorti une feuille pliée et une clé USB scotchée au dos. Le document avait été dactylographié, notarié et daté de 3 semaines avant son décès. Il s'agissait d'un formulaire de transfert de fiducie. Le chèque était authentique, mais ce n'était qu'un leurre. Les fonds avaient déjà été transférés. Le véritable héritage avait été traité discrètement et légalement, avec une trace numérique qui aurait fait transpirer mon père sous son blazer à 5 000 $.
J'ai regardé le numéro de compte en bas de la page. Les 4 derniers chiffres étaient la date de naissance de grand-père, inversée. Il savait que je m'en souviendrais. J'ai branché la clé USB. Pas de mot de passe. Pas d'attente. Juste un dossier intitulé Héritage, à l'intérieur, des documents bancaires, des autorisations légales, des transferts de contrôle d'entreprise et quelque chose qui ressemblait à un projet de deuxième testament. J'ai expiré, me suis adossé à ma chaise et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, pas de sécurité, juste une confirmation. Je n'étais pas fou. Mais mon soulagement n'a duré que 5 minutes. Je me suis connecté à l'application de ma banque pour vérifier le compte lié. L'application a rencontré un problème, puis m'a renvoyé une erreur, compte non trouvé. J'ai essayé une autre carte, mais j'ai refusé. J'ai tapé plus lentement, comme si être prudent pouvait résoudre le problème. Toujours rien. Je n'avais plus l'impression d'être face à un bug. J'ai appelé le service client. Un certain Dylan a décroché et semblait préférer être ailleurs. Bonjour. Oui, mon compte indique que je ne suis plus dans le système. Il m'a demandé mon nom, ma date de naissance et les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale. Je les ai tous donnés. Madame, je suis désolé, a-t-il dit. Nos archives indiquent que ce compte était inactif. Qu'est-ce que ça veut dire, demandai-je. Décédé, en fait. Silence. C'est une erreur, dis-je. Nouveau silence. Le greffe l'a certifié il y a 2 semaines. Je raccrochai avant que ma voix ne se brise. Prochain arrêt, le DMV. J'ai attendu 1 heure derrière une femme qui se disputait à propos d'une contravention de stationnement datant de 2006. Arrivé au guichet, j'ai remis ma carte d'identité. L'employé a regardé son écran, a froncé les sourcils, a tapé sur quelques touches, puis a levé les yeux. Madame, a-t-elle dit, vous êtes déclarée légalement décédée. Je me tiens juste ici. Je comprends, mais le système ne le fait pas. Vous devrez déposer une rectification auprès de l'état civil. Combien de temps cela prend-il? Cela pourrait prendre quelques mois, la fin des 2. Je suis sorti avant de pouvoir frapper à une vitre. De retour sur le trottoir, je me sentais comme un fantôme. Les gens me dépassaient comme si j'étais normal, comme si j'existais encore. Mais j'avais assez vu la bureaucratie pour savoir qu'une fois qu'un système décide que vous êtes mort, il faut beaucoup de travail pour prouver le contraire. Et quelqu'un avait fait en sorte que je disparaisse. Le ciel était couvert. J'ai resserré mon manteau. De l'autre côté de la rue, une femme observait la scène sous une rangée d'arbres nus. Ses lunettes de soleil étaient trop grandes pour la faible lumière. Un foulard en soie bleue était enroulé autour de son cou, le foulard de ma mère, celui qu'elle disait avoir perdu au pressing 3 ans auparavant. Elle ne m'a pas fait signe, n'a pas bougé, elle est restée immobile, silencieuse, comme une menace muette. Je me suis engagé dans la circulation et j'ai traversé lentement. Arrivé de l'autre côté, elle avait disparu. Plus aucun pas. Plus aucune trace. De retour à mon appartement, j'ai sorti toutes les lettres que grand-père m'avait envoyées au fil des ans, des dizaines, soigneusement empilées, rangées dans des livres, des tiroirs, derrière des cadres. Son écriture était ferme, même vers la fin. J'ai trouvé une vieille clé en laiton enveloppée dans un mouchoir délavé dans l'une des enveloppes. L'étiquette disait « Langford, boîte 17 ». Il me l'a donnée pour mon 18e anniversaire et m'a dit « Tu en auras besoin un jour ». Je suppose que ce jour était arrivé. J'ai enfilé un sweat à capuche, pris la clé et suis sorti avant même de pouvoir me convaincre. Langford Storage n'était pas loin, à 15 minutes à travers le quartier le plus calme de la ville, vieille devanture, trottoir fissuré, boîte aux lettres suspendue à un seul gond. Je me suis garé devant un caviste qui n'était plus ouvert depuis avant la pandémie et j'ai trouvé la porte entre celui-ci et une librairie condamnée. Pas d'enseigne, juste une sonnette noire et une caméra décolorée qui a clignoté en rouge une fois lorsque j'ai appuyé sur le bouton. Une femme m'a ouvert, la cinquantaine avancée, queue de cheval impeccable, pas de badge, pas de sourire. « Tu as une clé ?» demanda-t-elle. Je le lui ai tendue. Elle a regardé l'étiquette boîte 17, a vérifié un presse-papier, puis m'a fait signe d'entrer sans un mot. Le couloir était étroit et froid, les lumières grésillaient au-dessus de ma tête comme si elles n'avaient pas été remplacées depuis Reagan. Nous avons dépassé 6 portes en acier avant qu'elle ne s'arrête à l'une d'elles, ne tape un code et ne l'ouvre. Prends ton temps, dit-elle. Ferme la porte derrière moi. La pièce était sans fenêtre,
silencieuse juste des rangées de tiroirs encastrés dans les murs de béton. J'ai trouvé la boîte 17 à mi-hauteur, à hauteur de taille, et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une chemise noire ignifuge et une enveloppe en papier craft. Pas de poussière. Pas d'odeur. Comme si elle avait attendu. Je me suis assis par terre. La première chose que j'ai sortie était un chèque de banque certifié au même montant, même nom, mais cette fois avec des éléments de sécurité intégrés au papier. Le filigrane scintillait quand je l'inclinais. Au dos, un vrai, collé, se trouvait un petit autocollant rouge, copie non négociable brûlé. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. L'enveloppe en papier craft contenait une note autocollante de la main de grand-père sur le devant, ne fais confiance à personne, pas même à elle. Pas de nom, juste mais j'avais une idée. À l'intérieur, des copies imprimées de mai, des notes manuscrites, des projets de loi. Il avait tout documenté, chaque conversation avec son avocat, chaque transfert d'actifs, chaque ordre du jour du conseil d'administration de Bradantech System des 12 derniers mois. Certaines pages portaient son nom, les comptes rendus des réunions auxquelles elle avait assisté, les contrats qu'elle avait signés. Rien de tout cela n'avait l'air banal. Le document final était plus lourd, une clé USB dans une pochette en velours et une note, jouée une seule fois, et seulement lorsque vous êtes seul. Je l'ai mis dans ma poche et je suis sorti de là rapidement. De retour à mon appartement, j'ai verrouillé la porte, baissé les stores et branché la clé USB. Pas d'étiquette. Pas de dossier. Juste un fichier, Monsieur Grive final. J'ai cliqué. Le visage de grand-père remplissait l'écran. Il avait l'air fatigué au plus maigre que dans mes souvenirs, assis dans la véranda de sa maison de Hollow Bend. La lumière se déversait sur son épaule comme un doux filtre. Impossible de sauver la vérité, dit-il. Si tu vois ça, Rowan, c'est qu'ils ont fait ce que je pensais. Sa voix était posée, pas de drame, pas de tremblement. Il savait comment faire passer un message. Je les ai vus te mentir en face, rejeter ton service, transformer ton absence en arme, et je n'ai rien fait pendant trop longtemps. C'est fini maintenant. Il se pencha légèrement en avant. Tu es le seul à m'avoir dit la vérité, même quand je ne voulais pas l'entendre. C'est pourquoi je t'ai tout laissé, au pas seulement l'argent, le nom, l'entreprise, les fondations sur lesquelles elle repose. Je te donne les fondations parce que tu sais quoi en faire. Il marqua une pause. Un long silence. Ton père va essayer de t'effacer. Il dira que tu as abandonné la famille. Il instrumentalisera ton passé. Il fera comme si tu n'existais pas, laisse-le faire. Puis il sourit, à peine. Parce que la seule chose plus dangereuse qu'un homme riche, c'est une femme avec des reçus. L'écran est devenu noir. Pas de logo. Pas d'au revoir. J'étais seul dans un appartement sombre, sous le poids d'un héritage, assis à un bureau bon marché acheté sur Craigslist. Je suis resté assis là un long moment, sans réfléchir, sans planifier, juste respirer. Instinctivement, j'ai sorti les papiers de l'enveloppe en papier craft et les ai posés par terre, ligne par ligne, signature par signature, en croisant chaque numéro, chaque nom. Dans un coin de l'une d'elles, il y avait un nom de contact que je n'avais pas vu depuis des années, Phoebe Winthrop, la seconde épouse de mon père. Techniquement, ma belle-mère, mais seulement sur le papier. Elle a disparu après la mort de maman, a épousé Léonard dans l'année et a traversé la vie comme un fantôme, avec une coupe parfaite et aucune opinion. Je n'avais pas pensé à elle depuis une éternité, mais son nom était là, juste en dessous d'un acte de procédure daté de 2 semaines avant la mort de grand-père, ce qui signifiait qu'elle était impliquée, et non en coulisses. J'ai entouré son nom au marqueur rouge et je l'ai souligné 2 fois. Phoebe Winthrop était peu présente dans les conversations, mais les choses dérapaient généralement lorsqu'elle le faisait. Elle était statique, jamais au centre du bruit, juste assez pour déformer le signal. La dernière chose sérieuse qu'elle m'ait dite, je me souviens, c'était à l'enterrement de ma mère, lorsqu'elle m'a posé la main sur l'épaule et m'a dit, ta mère était compliquée. C'était sa façon de compatir. J'ai revérifié l'horodatage. La demande avait été déposée par l'intermédiaire d'un petit cabinet d'avocats spécialisé en droit successoral de Charleston, lié à une propriété que grand-père détenait en fiducie depuis plus de 20 ans. Je n'en avais jamais entendu parler, car mon nom n'avait jamais figuré sur aucun acte jusqu'à présent. J'ai rouvert le dossier depuis la clé USB et j'ai trouvé une deuxième adresse répertoriée sous « Fonds confidentiels, Langford », et non le coffre-fort que je venais de visiter. Une deuxième adresse dont je n'avais jamais entendu parler. Le fichier indiquait « Tableau de boîte CIB, accès via la liste de sécurité uniquement ». J'ai marqué une pause.
Mon nom était imprimé à côté de la ligne. Niveau d'accès confirmé. Les coffres-forts de Langford se trouvaient à 3 heures de la ville. L'endroit ressemblait davantage à un musée de la guerre froide qu'à un entrepôt, portail en acier, détecteur de mouvement, gardes armés de vraies armes à feu. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on entrait avec des questions, à moins d'avoir déjà les bonnes réponses. Je suis parti juste avant midi, me suis garé à l'extérieur du périmètre et suis rentré avec rien d'autre que la vieille clé, le reçu et une nervosité que je n'avais pas ressentie depuis Kandahar. La réceptionniste portait un blazer bleu marine sans étiquette. Elle a scanné la clé, puis m'a dévisagé. « Une pièce d'identité » demanda-t-elle. Je l'ai fait glisser sur le comptoir. Elle l'a parcouru. Puis j'ai levé les yeux. « Tu es mort. »« Légalement seulement » ai-je répondu. « J'y travaille. » Ses lèvres tressaillirent comme si elle voulait sourire, mais elle savait qu'il ne fallait pas le faire. Elle tapa quelque chose d'autre, puis hocha la tête. « Suivez-moi. » Je l'ai fait. Un autre couloir, plus froid que le premier coffre, avec d'autres caméras. Le silence était chirurgical. Elle a ouvert une porte marquée arrêt CB et m'a fait signe d'entrer sans un mot. Celui-ci ne ressemblait pas à un coffre-fort de banque. On aurait dit un casier à preuve privée. J'ai trouvé le carton CB sur l'étagère du milieu et je l'ai ouvert avec la clé. À l'intérieur se trouvait une mallette noire et un dossier en papier craft scellé portant mon nom en lettres capitales sans titre, sans tampon. Rowan Grieve était souligné une fois, comme si cela n'avait pas besoin d'explication. La mallette s'ouvrit avec le claquement des anciens loquets à boutons poussoirs. À l'intérieur, un acte de propriété, un registre de propriété de l'entreprise et une clé USB dans une pochette doublée de velours. L'acte de vente concernait la Hollow Foundation, un centre de soutien aux vétérans à but non lucratif situé sur le terrain de la propriété de Charleston. Le nom figurant sur le document était celui de Rowan Grieve, directeur général et unique propriétaire. En dessous, des documents juridiques confirmaient que tous les avoirs de la division humanitaire de Bradantech avaient été officiellement transférés à Hollow 6 semaines avant le décès de grand-père discrètement, en toute légalité, sans la presse. Le registre révélait autre chose, la propriété intégrale des actions de direction de Bradantech avait été réaffectée par un mécanisme fiduciaire contournant le conseil d'administration familial. Il m'avait transmis l'entreprise en catimini, sans attendre leur approbation. La clé USB s'est allumée en bleu quand je l'ai branchée. À l'intérieur se trouvait un autre fichier vidéo, sans titre. J'ai appuyé sur lecture. Grand-père était assis dans la même véranda, cette fois avec des dossiers empilés autour de lui. Si tu as atteint le coffre-fort 2, dit-il, c'est que tu as compris que le premier n'était pas tout. Il tendit la main hors champ et brandit un document. Voici le transfert de propriété de la branche humanitaire, la partie que j'ai construite de toutes pièces après la guerre du Vietnam. La partie que Léonard n'a jamais touchée, faute de pouvoir la monétiser. Je te l'ai laissée, car tu ne m'as rien demandé, mais tu as été là quand il le fallait. Il baissa brièvement les yeux, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Je n'ai pas pu empêcher ce qu'il préparait, mais j'ai fait en sorte qu'ils ne puissent pas t'effacer. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'en as jamais eu besoin. Il te suffit maintenant d'une preuve qu'ils ont falsifié ton nom. C'est ta clé de voûte. Tout le reste s'effondrera après ça. Ne bronche pas, Rowan. Ils vont te frapper fort. L'écran s'est éteint. Je suis resté assis là, entouré par la voix d'un homme mort et par la guerre qu'il m'avait laissé finir. J'ai remis la clé USB dans son étui et j'ai appelé la seule personne dont je n'aurais jamais cru avoir besoin. Phoebe n'a pas répondu au premier essai ni au deuxième, mais au troisième appel, elle a décroché avec ce ton poli et répété comme si j'étais un journaliste posant des questions sur sa routine de soins de la peau. Rowan, tu savais que j'avais dit. Une pause. Juste un échange. Je n'ai rien signé. Je veux que cela soit enregistré, a-t-elle répondu, et je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Vous avez aidé à le déposer. J'ai tendu une enveloppe à Léonard. Je n'ai pas demandé ce qu'elle contenait. Il m'a dit que c'était un document d'assurance pour la protection de ma succession. Je l'ai cru. Ce n'était pas un mensonge. C'est comme ça qu'elle a survécu dans cette maison. Il y a combien de temps? 3 semaines avant le décès de ton grand-père. Avez-vous vu un certificat de décès? Une autre pause, plus longue cette fois. Oui. Tu l'as lu? Je n'en avais pas besoin. Ton nom était dessus. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je ne l'ai pas remercié,
j'ai simplement raccroché. De retour à mon appartement, j'ai ouvert mon classeur, celui auquel je n'avais pas touché depuis un an, et j'en ai sorti ma carte de sécurité sociale originale, mon acte de naissance et mon passeport. Ils étaient tous à mon nom. Je les ai apportés directement au bureau de l'état civil du comté et j'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet d'un acte de décès frauduleux. L'employé jeta un coup d'œil à mes documents et fronça les sourcils, puis regarda son écran. Je ne sais pas comment c'est arrivé, dit-elle, mais votre dossier a été classé par décision de justice. Quel tribunal? Division des successions familiales. L'ordonnance a été rendue dans le cadre d'une requête d'urgence scellée. Très rare. Puis-je le voir? Non, dit-elle. À moins que tu ne fasses ouvrir le dossier par un juge. Combien de temps cela prend-il? Ai-je demandé. Elle regarda par-dessus ses lunettes. Ça dépend de qui tu as énervé. Je suis reparti avec un mal de tête et une impression qui confirmait ce que je savais déjà. Quelqu'un avait déposé une demande d'effacement légal de mon dossier, et quelqu'un d'autre l'avait tamponné comme si c'était une routine. De retour chez moi, j'ai fouillé dans les courriels imprimés du coffre-fort. Un nom revenait sans cesse, le docteur Cambria Feny, médecin à la retraite, effectuait des visites à domicile pour des familles aisées, dont la mienne. Le courriel indiquait qu'elle avait confirmé une instabilité mentale chronique et une confusion d'identité dans une lettre adressée au tribunal des successions. Je n'avais jamais rencontré cette femme. Son numéro de téléphone était coupé, mais son adresse était toujours enregistrée, une ville plus loin. Je m'y suis rendu en voiture ce soir-là. La maison était petite, envahie par les mauvaises herbes et la peinture s'écaillait. Aucune voiture dans l'allée. Les lumières étaient éteintes, mais la boîte aux lettres contenait du courrier daté de 2 jours plus tôt. Quelqu'un habitait encore là. J'ai frappé. Pas de réponse. Alors je me suis assis dans la voiture et j'ai attendu. 30 minutes plus tard, une berline s'est arrêtée. Une femme âgée en est sortie avec 2 sacs de courses. Le même nom était inscrit sur la plaque d'immatriculation, Dr Feny. Elle m'a vu et s'est figée. Je suis sorti et je me suis approché lentement, les mains dans les poches de ma veste. Je ne suis pas ici pour vous menacer, dis-je, mais vous avez signé quelque chose à mon sujet et quelque chose de faux et j'ai besoin de savoir qui vous a dit de le faire. Elle cligna des yeux, comme si son cerveau était en train de réagir. C'était Léonard Grieve. Elle n'a pas répondu, elle a juste hoché la tête. Lent et honteux, murmurai-je. Il a dit que tu étais mentalement malade, que tu croyais à des choses qui n'étaient pas réelles. Il a fait passer ça pour tragique, et tu l'as cru. J'ai signé ce qu'il m'a donné. Je ne savais pas qu'ils allaient vraiment le classer. Il a dit que tu étais d'accord. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Prenez un avocat, lui ai-je dit, et ne répondez plus à ses appels. Elle ne répondit pas, se retourna simplement vers sa porte et la verrouilla derrière elle. Ce n'était pas la culpabilité qui me brûlait le plus. C'était la facilité avec laquelle ils avaient agi. Avec quelle désinvolture. Me faire quitter la planète n'était pas différent du renouvellement d'un contrat de location de voiture. Et quelque part dans ces papiers, je savais que le nom d'Ara m'attendait. Je me suis rendu directement chez la seule personne en qui j'avais confiance et qui savait comment tout incendier sans laisser d'empreinte. Sylvia Marsh m'a ouvert en jogging et sweat à capuche usée de la faculté de droit de Harvard, une part de pizza froide à la main et une tasse de café noir qui sentait le chaud. Son appartement était encombré, habité et rempli de dossiers qui auraient probablement pu faire s'effondrer 1 ou 2 sénateurs si quelqu'un avait su où chercher. Elle m'a jeté un coup d'œil et s'est écartée. Il vaut mieux que ce soit illégal. C'est vrai, dis-je, et elle me tendit la part de pizza. Mange. Tu as l'air d'un fantôme rancunier. Je sais. Je m'assis sur son canapé en cuir défoncé tandis qu'elle ouvrait le dossier que j'avais apporté. Elle feuilleta les documents comme on compte les cartes dans un casino dont elle était propriétaire, le certificat de décès, le faux rapport médical, les documents de succession, les transferts de propriété, le chèque, la clé USB. Elle ne parla pas avant d'arriver à la partie avec les signatures. Classique, murmura-t-elle. Ils t'ont classé mort dans une coquille de Delaware. Bâclé. Il pensait que personne ne vérifierait? D'un léger clic, je l'ai activé et glissé dans ma poche. Je n'étais plus seulement une fille allant dîner. J'étais une agente se dirigeant vers un territoire hostile. Eleanor avait choisi l'Inn at Little Washington. C'était un restaurant légendaire 3 étoiles Michelin niché dans la campagne de Virginie, un lieu d'un luxe extrême et d'une ambiance feutrée.
C'était aussi un lieu incroyablement public, un lieu de prédilection pour les sénateurs et les PDG. Un choix stratégique. Elle savait que je n'y ferais pas de scandale. La soirée entière était une scène soigneusement préparée. Elle était déjà assise à mon arrivée, impeccable dans sa robe de soie, un simple collier de perles autour du cou. Elle sourit un sourire éclatant, digne d'une publicité, qui n'atteignit pas ses yeux. « Allez, ma chérie, tu es superbe », dit-elle en parcourant ma simple robe noire du regard. Un jugement subtil dans ce silence. Le repas était un chef-d'œuvre culinaire. Plat après plat, chacun était une sculpture exquise et minuscule sur une assiette, un carpaccio d'agneau de lait en croûte d'herbe avec une glace à la salade César, une coquille Saint-Jacques poêlée avec une vinaigrette à la truffe noire. Entre deux bouchées sans saveur, Éléanore se produisait. Elle parlait de l'importance de la famille, de notre solidarité. Elle se remémorait mon enfance, sélectionnant avec soin des moments de bonheur, vagues et confus, qui semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Elle me confiait avoir toujours été fière de ma carrière, même si elle ne savait pas toujours comment le montrer. C'était une performance brillante, un monologue de chaleur artificielle et de sentimentalisme artificiel. Chaque mot était un mensonge, une pierre soigneusement polie posée sur un chemin qui menait quelque part où je savais que je ne voulais pas aller. L'air se remplissait de son insincérité. J'ai senti un nœud glacé me serrer l'estomac. Je ne dînais pas avec ma mère. J'étais interrogé par un maître manipulateur. Puis, avec l'arrivée du dessert, un magnifique gâteau à la noix de coco à 7 étages vint le moment fort. Éléanore fouilla dans son sac à main de créateur et en sortit une chemise soigneusement garnie de documents. Elle la glissa sur la nappe blanche et la déposa juste à côté de mon assiette. La désinvolture de ce geste était glaçante. Juste une petite formalité, mon cher, dit-elle d'une voix basse et conspiratrice, aussi légère qu'une plume. Pour consolider le patrimoine familial. Ça simplifiera grandement la gestion et ça aidera énormément Liam dans ses projets commerciaux après le mariage. Il ne vous reste plus qu'à signer ici. Mon regard se posa sur le dossier. Mon cœur se mit à battre fort et régulièrement contre mes côtes. Il ne s'agissait pas de consolidation. C'était une embuscade. Je sentais le poids du petit enregistreur dans ma pochette. J'entendais la voix de Maya, un ordre clair et net dans ma tête, ne signez jamais rien sans l'avis de votre avocat. J'ouvris le dossier. Les pages étaient chargées d'un jargon juridique impénétrable. Mais certaines expressions sautaient aux yeux, renoncer à toute prétention, transfert de propriété irrévocable. Ce n'était pas une consolidation. C'était une capitulation. C'était un acte d'effacement, une tentative de me séparer du dernier vestige physique de mon père, sa maison. Le sang affluait à mes oreilles. Elle essayait de me voler l'héritage de mon père en échange d'un gâteau coûteux. J'ai pris une inspiration lente et réfléchie pour me calmer. J'ai refermé le dossier et l'ai doucement repoussé vers elle sur la table. Je crois que je vais devoir consulter mon avocat avant, mère. L'effet fut immédiat. Le sourire parfait et appliqué d'Éléanore se figea puis s'effrita. Ses yeux, qui avaient feint la chaleur toute la soirée, se transformèrent en éclats de glace. Le masque était tombé. Un avocat, siffla-t-elle d'une voix basse et venimeuse, contrastant fortement avec l'élégance du décor. Allez, nous sommes une famille. Tu ne fais pas confiance à ta propre mère? La manipulation classique, un appel à un lien qu'elle avait elle-même passé sa vie à détruire. C'est une simple affaire de famille. Ne sois pas difficile et compliqué. Signé, tout simplement. Sa main se tendit brusquement, ses doigts appuyant sur le dossier à un ordre déguisé en suggestion. Je regardai sa main, puis son visage, crispé par une fureur à peine dissimulée. Pour la première fois, je ne ressentis ni douleur ni honte. J'éprouvais une lucidité froide et lucide. Le jeu était révélé. Je me suis levé lentement, d'un geste calme et mesuré. J'ai sorti un billet de $100 de ma pochette et l'ai posé sur la table, largement suffisant pour ma part et le pourboire. Je demanderai à mon avocat de vous le renvoyer dès qu'il l'aura examiné, ai-je dit d'une voix égale et assurée. Puis je me suis retourné et je suis parti. Sans un regard en arrière. Je sentais son regard furieux me brûler le dos tandis que je traversais la salle à manger, mes talons claquant doucement sur le sol ciré. Les conversations feutrées des autres convives, le cliquetis des couverts, toute cette bulle de civilité artificielle s'évanouir. Alors que je sortais dans l'air frais de la nuit, je savais une chose avec certitude, la bataille avait officiellement commencé et je venais de tirer le premier coup de feu.
Dès que je suis rentré dans mon appartement temporaire après le dîner avec Eleanor, j'ai agi. Pas le temps d'hésiter. Mes mains étaient fermes tandis que je sortais mon téléphone, posais les documents juridiques à plat sur la table basse et photographiais chaque page. J'ai envoyé les images à Maya dans un message sécurisé avec un simple titre, « Conversation du dîner de ce soir ». Puis je me suis assis et j'ai attendu. Le silence de la pièce contrastait fortement avec la tempête qui grondait en moi. Le fichier audio de l'enregistreur était déjà en cours de téléchargement sur notre disque dur partagé et crypté. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Maya. Sa voix, habituellement si calme et stratégique, était teintée de fureur froide. Allez, j'ai demandé à mon contact juridique d'examiner ces photos. Ceci n'est pas une procuration. C'est une renonciation totale et inconditionnelle à vos droits d'héritage sur la maison. C'est une procuration en béton. Elle l'a fait rédiger par un avocat spécialisé dans les litiges familiaux. Elle essayait de vous piéger pour que vous cédiez la maison de votre père. Une vague de nausée m'envahit. C'était une chose de soupçonner. C'en était une autre de le voir confirmé dans des termes juridiques aussi brutaux. Elle avait eu l'intention de me dépouiller de tout. Comme par magie, un SMS retentit. Il venait d'Ava. Il n'y avait pas de SMS, juste un lien. Mon doigt tremblait légèrement en tapotant. Le lien m'a dirigé vers un blog local bien connu de la Société de Virginie, le genre de blog qui relate la vie des riches et puissants de la région de Washington DC. Le titre semblait jaillir de l'écran, écrit en caractères gras et moralisateurs. La famille Whitman et la fille prodigue, une triste histoire. L'article était un chef-d'œuvre de diffamation. Source anonyme, mais manifestement alimentée par Eleanor. Il me présentait comme une fille difficile et recluse, ayant abandonné sa famille pour poursuivre une carrière floue et déstabilisante. Il insinuait, avec une insidieuse ruse, que mon passage dans l'armée m'avait laissé des problèmes psychologiques, me rendant instable et sujette à la jalousie face au mariage imminent de mon frère. Il prétendait que je cherchais activement à semer le trouble lors de son mariage. Mais le pire, celui qui me glaçait le sang, c'était la photo. Ils avaient retrouvé une vieille photo de moi prise juste après une mission exténuante de 72 heures en zone de combat. J'étais épuisé, le visage maculé de poussière, les yeux creux. Ils l'avaient recadré, agrandi et utilisé pour illustrer leur récit du « vétéran détraqué ». C'était une atteinte si profonde, si personnelle, qu'elle me privait de souffle. Ils ne voulaient pas seulement me déshériter, ils voulaient me détruire complètement, me discréditer si complètement que personne n'écouterait un mot de ce que je dirais. Mon service, mes sacrifices, les choses mêmes qui avaient défini ma vie, ils les détournaient pour en faire des armes contre moi. J'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé comme s'il était en feu. Je me suis enfoncé dans l'obscurité du salon éteint, les lumières de la ville scintillant de façon moqueuse devant ma fenêtre. L'espace d'un instant, j'ai ressenti le poids écrasant de tout cela, les mensonges, la trahison, la cruauté pure et simple. J'ai senti le sol céder sous mes pieds. Et puis je me suis souvenu de la voix de mon père parlant des étoiles ternes, de la voix de Maya me disant de riposter avec vérité, de la voix d'Ava me jurant fidélité. Je n'étais pas seul dans le noir. J'ai attrapé mon ordinateur portable, d'abord raide, puis plus assuré. J'ai ouvert le navigateur web et tapé Brent Brown, l'appel au courage, dans la barre de recherche. J'ai cliqué sur la vidéo de son émission spéciale Netflix, accédant rapidement au passage que je voulais entendre. Sa voix emplissait la pièce silencieuse, forte et claire, citant les paroles intemporelles de Theodore Roosevelt. Ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui souligne les trébuchements de l'homme fort. Le mérite revient à celui qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui, au mieux, connaît à la fin le triomphe de la haute performance, et qui, au pire, s'il échoue, échoue au moins en osant. J'ai fermé les yeux, laissant les mots m'envahir. Les critiques Eleanor, Liam, leurs amis sans âme, le blogueur sans visage n'étaient que des critiques. Des spectateurs assis dans les sièges bon marché de l'arène, confortables et en sécurité, jugeant un jeu qu'ils étaient trop lâches pour jouer. Mais moi? J'avais toujours été dans l'arène. Mon visage était marqué par la poussière d'Afghanistan. Mes mains connaissaient la poussière et la crasse du combat. J'avais trébuché. J'avais saigné. La famille a fait de son mieux pour la soutenir tout au long de cette épreuve. Parfois, les gens s'en prennent à eux lorsqu'ils se sentent isolés. Ils ont filmé de vieilles images de moi en uniforme, descendant d'un C130, immobile sur mes bottes.
Puis ils ont montré un titre datant d'il y a des années, « Enquête sur les victimes civiles ». Le sergent Grieve a refusé l'ordre d'intervention. C'était leur argument, j'étais instable, déshonoré, dangereux. Aucune mention de mon refus de viser un bâtiment rempli de non-combattants. Aucune mention du fait que l'enquête m'avait blanchi. Aucune mention du fait que la seule raison pour laquelle j'avais été dénoncé était que le cousin du commandant dirigeait l'entreprise qui avait fourni la frappe aérienne. Ils ont instrumentalisé mon passé comme s'il s'agissait d'un spot publicitaire. Sylvia m'a appelé avant que je puisse balancer une chaise dans ma télévision. Respire, a-t-elle dit. Ça arrivait toujours. Ils réécrivent l'histoire. Ils gagnent du temps, et ça veut dire qu'ils ont peur. Miles a demandé un massage 5 minutes plus tard. Qu'ils exagèrent. Les reçus ne clignotent pas, il avait raison. Le problème avec des hommes comme Léonard, c'était qu'ils pensaient que le pouvoir les rendait invisibles, mais ils n'avaient jamais affronté quelqu'un entraîné depuis des années à disparaître et à frapper en silence. Je n'étais plus leur fille. Je n'étais plus leur problème. J'étais la brèche du périmètre, et cela les rendait négligents. À 21h, j'avais 3 informations anonymes dans ma boîte mail, tout était d'anciens employés de Bradantech. L'une travaillait dans l'audit interne, l'autre gérait des actifs numériques, la troisième est partie avec une indemnité de départ et un accord de confidentialité qu'elle était sur le point de divulguer. Le troisième document est joint au format PDF, journaux de transfert d'actifs, traces des transactions, fausses factures de conseil signées par Ara Grezon pour le compte de Rowan Grieve, la même signature falsifiée que Miles avait signalée. Ils ne s'étaient pas arrêtés aux actions. Ils avaient également transféré des fonds. Sylvia a transmis le dossier au greffier du district, demandant une audience d'urgence. J'ai veillé pour lire chaque ligne. À la page 17, il y avait une preuve de paiement à un service de messagerie juridique. L'une des personnes à contacter pour la coordination était Phoebe Winthrop. J'ai fermé le dossier, pris mon manteau et suis sorti avant que la rage ne se calme. L'air extérieur était dur, ce genre de froid qui rendait tout plus vif, plus personnel. Je n'ai pas conduit. J'ai marché 15 pâtés de maison jusqu'à un étroit bâtiment en briques où Nash Wilder travaillait la nuit, dans un bureau au 2e étage d'un magasin de disques d'occasion qui n'avait rien vendu depuis 2009. La sonnette ne fonctionnait pas, alors j'ai claqué la vitre. Il a ouvert, les manches retroussées, un stylo derrière l'oreille, et un regard qui disait « S'il te plaît, dis-moi que tu as quelque chose de mieux que ta dernière bombe. » Je lui ai tendu une clé USB. C'est le moment, ai-je dit. Il n'a pas demandé ce qu'il y avait dessus, il l'a juste branché, a chargé la vidéo et a regardé. Grand-père occupait l'écran, pas d'introduction, pas de préambule, juste lui, assis dans la véranda, dossier sur les genoux, la voix posée. C'était une réunion d'affaires avec une histoire en jeu. Si vous regardez ça, dit-il, c'est que Léonard a fait ce que je n'ai pas pu l'empêcher de faire. Son visage était calme, sans amertume, juste épuisé. Il n'était pas censé hériter de Bradantech. Il ne l'a jamais mérité. Il n'a jamais compris à quoi cela servait. Il voyait des contrats, j'ai vu des responsabilités. Il voyait des chiffres, j'ai vu des gens. La lumière a frappé son épaule juste comme il faut. Pas de drame, juste de la clarté. J'ai modifié le testament parce que j'ai vu ce que Rowan était devenu. Pas parfait, mais un homme de principe. Et quand on construit quelque chose avec l'intention qu'il vous survive, on ne le confie pas au plus offrant. On le confie à celui qui refuse de le vendre dès qu'on le met en terre. Il marqua une pause. Rowan est l'avenir de cette entreprise, de cette famille. Et s'il tente de l'enterrer, que ceci serve de témoignage. J'ai tout changé de mon plein gré, sans pression, sans manipulation, juste un choix fait en toute connaissance de cause. Il se pencha en avant, plus près de la caméra. Ils vont mentir, et ils vont mentir gros. Mais la vérité ne cligne pas des yeux. Puis la vidéo s'arrêta, rien de clinquant, pas de fondu, juste du noir. Nash m'a regardé. Tu veux ça en direct? Partout? Il n'a pas hésité. 15 minutes plus tard, le clip était sur 3 plateformes, lié à un article complémentaire et joint à un communiqué de presse avec des citations de 2 analystes juridiques et d'un ancien employé de Bradantech qui avait accepté de témoigner. À minuit, la vidéo avait dépassé les 300 000 vues. Au matin, l'équipe de relations publiques de Léonard était complètement débordée. Son représentant juridique a publié un communiqué vague qualifiant la vidéo de « chargée d'émotion », mais sans rapport avec les procédures judiciaires officielles.
C'était leur stratégie, minimiser et attendre que la situation se calme. Sauf que ça n'a pas marché. À midi, la moitié de la communauté des technologies de défense l'avait repris au blog militaire, forum Reddit, forum boursier où tout le monde avait son avis, et la plupart n'étaient pas flatteurs. Le cours de l'action Bradant a chuté de 4% avant la clôture du marché. À 16h, Léonard convoqua une conférence de presse. Il se tenait à une estrade devant le siège de l'entreprise, entouré de 2 cadres qui semblaient préférer se retrouver devant un tribunal pour infraction routière. Hara n'était pas là, dit-il, probablement parce qu'elle savait que son expression signifiait qu'il allait aggraver la situation. Je comprends que l'émotion soit vive, mais les problèmes familiaux doivent être réglés en privé. Puis l'erreur est arrivée, cette entreprise n'a jamais été conçue pour être dirigée par quelqu'un avec des antécédents d'instabilité mentale et des déclarations non vérifiées. Et voilà. Le masque est tombé. Nash a coupé la phrase et l'a publiée en solo. À 18h, elle avait déjà été vue 2 millions de fois. Les gens ne se sont pas contentés de s'en prendre à Léonard, ils l'ont traîné de force. Des vétérans l'ont interpellé. Des actionnaires ont remis en question la clause éthique. D'anciens employés ont publié des messages anonymes expliquant comment ils dirigeaient les réunions comme des tribunaux militaires, avec un complexe de Dieu. Le conseil d'administration de Bradantech a publié une déclaration rare confirmant un gel temporaire des mouvements d'actifs dans l'attente d'un examen interne. Sylvia m'a appelé après la publication du communiqué. « Tu viens de briser ce foutu mur », m'a-t-elle dit. « Il ne nous manque plus que le marteau. » Je me suis présenté au tribunal tout en noir et je n'ai pas souri une seule fois au pas de rouge à lèvres, pas de bijoux, juste des lignes épurées, des bottes cirées et le silence qui emplissait la salle avant une détonation contrôlée. Sylvia m'a conseillé d'avoir l'air d'un leader. Je lui ai répondu que c'était déjà le cas. Léonard arriva avec une coupe de cheveux fraîche, un costume bleu marine sur mesure et 2 avocats choisis parmi les avocats d'une entreprise. Son visage était crispé, pas de sourire narquois, pas de contact visuel. Il le suivait, la tête baissée, le regard vitreux, comme s'il savait déjà comment cela allait se passer, mais n'avait pas trouvé le moyen de s'en sortir avec grâce. La salle d'audience n'était pas bondée, mais l'ambiance était au beau fixe. La juge Rina Kinley présidait au pragmatique, connue pour sa tolérance zéro pour le théâtre et son air impassible. Sylvia m'a raconté avoir vu Kinley renvoyer un millionnaire en plein milieu de sa phrase pour son ton dramatique. C'était le genre de juge que nous recherchions. Sylvia s'est levée à l'appel de notre affaire. Nous sommes ici pour contester la suppression de l'identité légale et la signature frauduleuse de documents financiers relatifs à la succession de Marshall Grieve. Comme prévu, l'avocat de Léonard, un homme à la voix doucereuse nommé Benson Price, se leva avec un soupir répété. Votre honneur, il s'agit d'un litige familial déguisé en tribunal. Le testament du défunt a été lu, examiné et attesté. Mes clients, Monsieur Grieve et Mademoiselle Hara Grieve, ont agi dans le strict respect du protocole successoral. Kinley ne broncha pas, alors, ça ne te dérange pas que je regarde la vidéo. Benson marqua une pause. Vidéo? Sylvia tapota sa tablette. Les lumières s'éteignirent. L'écran s'alluma. Et il était là, grand-père, toujours aussi calme, s'il regarde ça, dit-il, c'est qu'ils ont essayé de l'enterrer. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est un souvenir. C'est un héritage. Et s'ils ont essayé de brûler le sien, c'est comme ça qu'elle revient. Personne ne parla à la fin de la vidéo. Le silence était pur, pesant, le silence bienveillant que les gens respectent. Kinley croisa les mains. Quelle est la position de la défense sur ce témoignage? Benson s'éclaircit la gorge. C'est émotionnellement convaincant, votre honneur, mais finalement sans rapport avec la légalité. Sylvia haussa un sourcil. Alors peut-être que la signature falsifiée, le certificat de décès falsifié et les registres de fraudes électroniques apporteront un meilleur contexte. Elle tendit un épais classeur documenté, horodaté et vérifié, comprenant une déclaration sous serment du médecin qui avait été induit en erreur en certifiant le décès de Mademoiselle Grieve. Hara se tortilla sur sa chaise. Léonard se pencha en avant comme s'il voulait briser la table en deux. Kinley feuilleta le classeur pendant 30 secondes. Ça ne paraît pas long, à moins que ce soit vous qui soyez exposé. Puis vint le lent hochement de tête. Que le procès-verbal reflète, a-t-elle déclaré, que je trouve les preuves de suppression d'identité et de falsification de signature crédibles et sérieuses. Benson tenta d'intervenir. Votre honneur, même s'il y a eu confusion,
ces événements se sont déroulés sous la conviction que mademoiselle Grieve avait abandonné son rôle au sein de la famille et de l'entreprise. Kinley n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Vous n'avez pas seulement essayé de manipuler ce tribunal, dit-elle en se tournant vers Léonard. Vous avez tenté d'effacer une personne, un vétéran, votre fille. Puis, pour Ara, vous avez facilité le processus. Ara ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Le marteau de Kinley frappa une fois. Ce tribunal reconnaît Rowan Grieve comme seul héritier légal de la succession de Marshall Grieve et le détenteur légitime de Bradantech Systems et de tous les actifs associés. Tous les transferts, ventes et actions effectuées sous de fausses autorisations sont par la présente gelées, dans l'attente d'une enquête criminelle. Je ne bronchais pas. Je ne souris pas, je restais immobile, tous mes muscles attendant ce moment pour expirer sans trop savoir comment. Léonard regardait droit devant lui. Sa mâchoire était si serrée que je crus que ses dents allaient se briser. Ara avait l'air d'avoir envie de pleurer, mais elle ne savait plus comment. Sylvia se pencha et murmura, « Tu viens de prendre le trône, Grieve. » Devant le palais de justice, la presse était déjà rassemblée. Nash avait une équipe de tournage en alerte. Je suis passé devant eux sans un mot, sans un commentaire, sans une quelconque interprétation, juste le bruit de mes bottes sur la pierre et le poids de mon nom, enfin bien placé. J'ai pris le chemin le plus long jusqu'au café, laissant le vent froid me soulager du poids du tribunal. Ara a choisi un endroit neutre, le Midhome Café, suréclairé, hors de prix, rempli de professionnels faisant semblant d'être occupés. Elle était déjà là quand je suis entré, assise près de la fenêtre, 2 cafés sur la table. Elle n'avait touché ni à l'un ni à l'autre. En me voyant, elle s'est arrêtée trop vite, incertaine si elle me saluait ou se préparait à l'impact. Je me suis assis sans parler. Je ne savais pas, lâcha-t-elle. Pour le certificat de décès. Pour le testament. Je jure que tu l'as signé. Je croyais que c'était des papiers classiques. Papa a dit que ça faisait partie de la restructuration. Je la fixai du regard. Elle avait l'air fatiguée, plus maigre que dans mes souvenirs, comme si les mois passés à faire semblant ne lui avaient pas fait du bien. J'avais peur, dit-elle. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait la tasse de café. Je ne voulais pas que ça aille si loin, mais tu l'as laissé faire. Je me suis échappé de la salle de bal sans me faire remarquer dans le chaos qui a suivi, laissant derrière moi les ruines de cette soirée parfaite pour ma famille. La bataille était terminée, mais maintenant arrivaient les répliques. Le lendemain matin, la tempête éclata. Mon article figurait en première page du Washington Post, au-dessus du pli. Le titre était cinglant, le général invisible, le Pentagone confirme l'héroïsme d'un officier caché par sa propre famille. Le nom est resté. J'étais devenu un phénomène. Tous les grands médias ont relayé l'affaire. Le dossier numérique publié par Maya est devenu viral, et le billet de blog qui avait tenté d'assassiner mon personnage était désormais présenté comme un exemple de tromperie malveillante. L'empire social d'Eleanor ne s'est pas fissuré comme par magie, il s'est désintégré du jour au lendemain. Les conseils d'administration des prestigieuses associations caritatives qu'elle présidait ont discrètement exigé sa démission. Les invitations aux galas et collectes de fonds exclusifs de Washington DC cessèrent d'affluer. Les amis influents qui affluaient autrefois à ces fêtes évitaient désormais ces appels, leur loyauté étant aussi superficielle que ses propres valeurs. Sa valeur, sa réputation était vidée de sa substance. Le mariage, bien sûr, fut officiellement annulé. Ava me raconta qu'elle avait rendu la bague de fiançailles ridiculement grande à Liam le soir même, la laissant sur la table de la suite d'hôtel qu'il avait réservée pour leur nuit de noces. Elle était libre. 2 jours plus tard, mon frère est arrivé à mon appartement. Liam était affreux. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille, ses vêtements de luxe étaient froissés et des cernes s'étaient formées sous ses yeux. Il avait l'air d'un homme qui avait vu son monde doré s'effondrer. Il s'est présenté sur le pas de ma porte, non pas pour s'excuser, mais pour m'accuser. « Tu as tout gâché », a-t-il dit d'une voix rauque et incrédule. « Tout ? Étais-tu obligé de faire ça comme ça ?» J'ai regardé mon petit frère, le garçon que j'avais autrefois protégé dans la cour de récréation, l'homme que j'avais essayé d'aimer malgré le mur que notre mère avait érigé entre nous et pour la première fois, je l'ai vu avec une clarté parfaite et douloureuse. Je n'ai pas vu une victime, mais un complice consentant. J'ai vu la faiblesse, le sentiment d'avoir droit à quelque chose, le profond égoïsme qu'il avait laissé rester là à me regarder m'effacer encore et encore. Il n'y avait aucun remords dans son regard, seulement de l'apitoiement sur lui-même.
Les derniers vestiges d'affection fraternelle en moi se sont flétris et ont disparu. Non, Liam, répondis-je d'une voix calme et dénuée de la colère qui l'attendait si visiblement. Je n'ai rien gâché. J'ai juste allumé la lumière les mensonges de maman et ton silence. C'est ta complicité qui a tout gâché. Tu as choisi ton camp il y a longtemps. Il me fixait, la bouche ouverte et fermée, sans un son, comme un poisson hors de l'eau. Il était stupéfait non pas par mes paroles, mais par le fait qu'elles ne laissaient transparaître aucune colère, aucune possibilité de discussion, c'était simplement des constats. Je lui ai refermé doucement la porte au nez, le léger clic de la serrure était éteint son final définitif. J'avais l'impression de clore un chapitre que j'aurais dû clore depuis des années. La dernière affaire concernait la maison de mon père, théâtre de toutes les vanités d'Eleanor. Mon avocat, un homme vif et pragmatique recommandé par Maya, rédigea et envoya la mise en demeure. Ce n'était pas une expulsion, cela aurait été cruel et vengeur, et ma mission était de rendre justice, pas de me venger. La mise en demeure était bien plus stratégique. Il informait Eleanor qu'en tant que propriétaire légal du bien, je ne la forcerais pas à partir. Au lieu de cela, elle serait tenue, à compter de maintenant, de payer un loyer mensuel correspondant à la juste valeur marchande actuelle d'une propriété de cette taille à Emmeline, en Virginie. C'était une somme conséquente. De plus, le document stipulait que la totalité de ce loyer serait versée directement de son compte à une fiducie caritative que j'avais créée ou le fonds d'héritage du colonel Marcus Whitman destiné à l'octroi de bourses d'études aux enfants de militaires tombés au combat ou blessés. La maison de mon père ne serait plus un monument d'ascension sociale et de prestige vain. Elle deviendrait ce qu'il aurait souhaité, un véritable héritage de service. Elle permettrait d'éduquer les enfants. Elle soutiendrait les familles qui, comme la mienne, s'étaient sacrifiées pour ce pays. Elle serait une source d'honneur. Ma mère pouvait continuer à vivre dans son palais, mais ce ne serait plus qu'une cage dorée, un rappel mensuel constant de sa défaite. Elle financerait les valeurs mêmes qu'elle avait méprisées toute sa vie. J'avais tracé ma nouvelle frontière. Elle n'était pas faite de briques et de mortier, ni de colère et de ressentiment. Elle était bâtie sur la vérité, la justice et le droit. C'était un mur qu'elle ne pourrait jamais abattre. Debout dans mon appartement silencieux, j'ai enfin compris ce qu'était un véritable héritage. Ce n'était pas une maison. C'était la force de protéger ce que l'on tient pour sacré. La tempête est passée, l'actualité a repris son cours, et dans le calme qui a suivi, j'ai commencé à comprendre la nature de la paix. Ce n'était pas l'absence de conflit, mais la présence d'un alignement intérieur serein. La guerre pour la reconnaissance était terminée, car je n'avais plus besoin de la reconnaissance du monde extérieur. Plusieurs mois plus tard, une invitation m'est parvenue, comme un message de mon père lui-même. On m'a demandé d'être l'orateur principal de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie militaire américaine de West Point. Debout sur cette tribune historique, contemplant la marée de cadets dans leurs uniformes gris impeccables, la longue ligne grise, j'ai senti la fierté de mon père m'envahir. C'était la scène dont il avait rêvé pour moi. Mais en observant leur visage jeune et enthousiaste, je savais que je ne pouvais pas leur parler de guerre conventionnelle, ils en apprendraient assez bien assez tôt. J'ai donc parlé d'un autre type de combat. Nous vous formons ici pour les champs de bataille du monde entier, dis-je d'une voix ferme sur le podium, mais je suis ici pour vous dire que parfois, l'arène la plus difficile où vous combattrez est celle de votre propre foyer. L'acte le plus courageux n'est pas toujours d'affronter le feu ennemi, mais de dire la vérité à ceux qui sont censés vous aimer. L'honneur n'est pas seulement un mot que nous brodons sur nos drapeaux, c'est une limite que vous devez tracer pour protéger votre âme. En regardant les futurs chefs de l'armée, j'éprouvais une paix si profonde qu'elle en était presque saisissante. Je leur offrais la carte que je n'avais jamais eue, celle que mon père avait essayé de me dessiner dans les étoiles. À mon retour à mon appartement de Washington, un courriel m'attendait. Il ne venait ni du Pentagone ni d'une agence de presse. Il provenait d'une petite fondation appelée Solace for Soldiers et Keys, un fonds de bourse que je finançais discrètement depuis des années avec une partie de mon salaire. C'était mon héritage secret, un acte de service discret dont personne n'avait connaissance. Le courriel contenait une courte vidéo. J'ai cliqué sur « Lecture ». Une jeune femme est apparue à l'écran, le visage rayonnant d'une joie si rayonnante qu'elle était contagieuse. Elle se tenait dans ce qui ressemblait à une chambre universitaire, une bannière universitaire accrochée au mur derrière elle.